Eh bien, écoutez, bonjour, bienvenue pour ce 9e épisode de notre deuxième saison des Online Meetup. Aujourd'hui, on va avoir deux parties. Une première sur il n'y a pas grand-chose, mais on pourra faire un tour vite fait. Et puis, une deuxième partie, je vais vous présenter un framework développé par Microsoft qui s'appelle le Fluid Framework. Donc, qui n'est pas très connu pour l'instant. Ils en ont fait tout un random au moment de la sortie de la build, et puis après, il n'y a plus grand-chose. Et donc, ça fait à peu près 15 jours que je me suis intéressé à tout ça. Et je vous ferai une présentation de ce que j'ai vu de ce framework. Voilà. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Donc, concernant les actualités, alors côté dev, on en parlait dans un précédent meetup, on a la disponibilité maintenant de WebView 2 qui était disponible uniquement pour C++ jusqu'à présent, qui maintenant est dispo pour .NET, pour .NET 5, .NET Core, .NET Framework Windows, Form et WPF. Donc voilà, on va pouvoir intégrer maintenant les WebView 2 avec le nouveau moteur de Edge qui est basé sur Chromium. Oui, il y avait juste une petite question bête et méchante, je suis un peu con comme question, mais est-ce qu'il faut que le navigateur Edge soit installé pour pouvoir l'utiliser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me répondre à cette question? Il n'est pas installé, ils n'ont pas mis de force dans la dernière version de Windows? Bah si, donc en fait c'est très embêté. Pour répondre à cette question-là, il faudrait que tu essayes sur un Windows 7. Oui, ou alors une version de Windows 10 où il y a l'ancienne version de Edge. Ah putain, qui c'est qui a encore ça? Oui, ou sur du serveur, sur du Windows Server, où il n'y a pas forcément la dernière version. Ouais. Ah oui. Donc c'est la question. Je dis ça, c'est parce que actuellement j'ai un client sur lequel je veux mettre une WebView à l'intérieur, et donc ils ont un peu tout comme type de PC, et je voudrais savoir si ça va marcher ou si je vais avoir à passer mon temps à aller les voir pour dire que non, ça marche pas parce que vous n'avez pas installé le dernier Edge, quoi. Très intéressant. Bon, donc on n'a pas la réponse. Donc, deuxième chose, c'est concernant GitHub et son intégration dans Visual Studio. Donc, on avait vu la dernière fois qu'il y avait des outils pour Git qui avaient été améliorés. Vous aviez été un petit peu sceptique sur ces améliorations. Là, maintenant, c'est l'intégration de son compte GitHub. Jusqu'à présent, on pouvait avoir que le compte Microsoft pour se loguer à l'intérieur de Visual Studio. Maintenant, on peut avoir le compte GitHub et donc se connecter sur son compte GitHub normal ou sur son compte GitHub entreprise. Donc ça, c'était une deuxième annonce qui a été faite. Troisième élément, toujours pour les devs, il y a Notepad++, la dernière version, la 7.9.1, qui est disponible. Alors jusqu'à présent, je l'utilisais pratiquement tous les jours, Notepad++. Et puis depuis Visual Studio Code, maintenant je l'ai désinstallé. Est-ce que, j'allais dire, quel est votre éditeur de texte à part Visual Studio Code ou Notepad++ que vous utilisez? Notepad++. Ouais, toujours. Il est installé par défaut. Moi, c'est Sublime Text. Sublime Text? Ouais, je préfère. Ouais. Et Visual Studio Code, non? Je mets Notepad++. Si, à part code. Hein. Ouais, c'est comme toi, Richard. Je suis passé aussi à Visual Studio Code. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a l'intégration à l'intérieur de l'explorateur Windows. Bon, Notepad++, il est quand même mieux pour les gros fichiers de log. Oui, puis il y a des macros, il y a plein de trucs. Ouais, mais par exemple, pour les logs, Visual Studio Code, il te le rafraîchit automatiquement, alors que Notepad++, tu as une boîte de dialogue qui dit ah, le log a changé, il faut le recharger, quoi. Donc... Mais les gros fichiers, j'ai eu à ouvrir un export WordPress d'une bonne dizaine de mégas. J'étais bien content d'avoir Notepad++. Ouais. Pas avoir un truc en électron, quoi.
Tu m'étonnes. Ah, il s'en sort bien avec les gros fichiers quand même. Ça va Ouais, encore. mais il perd le formatage et à un moment donné, il abandonne. Tandis que Notepad++, il n'a pas branché, quoi. Ouais. Bah justement, concernant Electron, il y a la version 11 qui est parue. Et pour info, justement, Visual Studio Code, j'ai été vérifié, il est toujours sur la version 9.3. Donc, les différences principales étant que maintenant la version 11 est basée sur le moteur Chromium 87, alors que Visual Studio Code, donc Electron 9, est basé sur Chromium 83. Sachant que, j'ai regardé au niveau de leur log, ils suivent quand même de façon active même les anciennes versions. Voilà, jusqu'à la version 8, il y a eu encore la semaine dernière des modifications, des mises à jour de la version 8. Donc, ils suivent leurs produits. Et là, Laurent, tu disais que il y avait une mise à jour qui avait eu lieu une fois tous les 3 ans. Electron, c'est vraiment très, très intense au niveau activité et au niveau modification. Et puis la dernière chose, toujours côté dev, il y avait TypeScript 4.1 qui continue toujours son évolution. Voilà. Côté IoT, on a un nouveau concurrent, enfin plutôt un concurrent des Raspberry qui a sorti une nouvelle carte qui est Asus avec la Tinkerboard 2 et la Tinkerboard 2S. Avec à l'intérieur le support du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, un port USB-A, un port USB-C, un jack, un HDMI, bref la totale. Mais pour l'instant, on n'a pas encore leur prix ni leur disponibilité. Mais il y a de plus en plus de concurrents de Raspberry qui apparaissent. Côté promo, il y a un livre sur Azure qui s'appelle Azure pour les architectes, la 2e édition, qui vient de paraître, qui est gratuite, donc qui fait 467 pages avec un tour complet sur Azure. Je vais vous mettre le lien pour pouvoir télécharger le PDF. Je vais vous le mettre là sur le fil. Pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur Azure, c'est assez intéressant. Et Christophe Pichot qui m'a donné l'information, c'est lui qui a fait deux livres dernièrement, un chez Duno, donc l'aide-mémoire C++ et l'aide-mémoire chez C#. Et bientôt, il va se mettre à faire du JavaScript, ça lui fera plaisir. On parle du même Christophe, là? On parle du même Christophe. Alors, j'attends de voir. Ouais, j'attends de le voir, parce que c'est pas son truc. Il y a eu quelques petits soucis dernièrement, je sais pas. Si vous Il paraît, oui. Ouais. Bon, enfin bref. Toujours dans les promos, il y a le Black Friday qui doit arriver cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais plus là. Vous avez Pluralsight, je ne sais pas si vous connaissez ce site, où vous avez des formations en ligne. Et ils font une promotion à moins 40%, donc par an, on en a pour 164 € par an, où vous avez accès à la totalité de leur formation. Moi, je sais que je me suis abonné, je m'abonne à Pluralsight depuis 4-5 ans. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que dès que vous voulez aborder une nouvelle techno, etc., vous avez des formations qui sont très bien faites et qui vous permettent d'apprendre très rapidement, et ça pour un prix modique. Donc là, avec la promotion de 164 € par an, pardon. Il y en a beaucoup qui utilisent... En tant qu'MVP, tu y as accès, hein, à Pluralsight. Oui, mais je suis assez nul. J'ai aussi, en tant qu'MVP, j'ai un abonnement à Office 365 que je paye. J'ai aussi un abonnement à Pluralsight que je paye. Il y a plein de trucs comme ça. D'accord. Ouais, c'est vivre les Microsoft et Pluralsight, la société, je ne sais pas comment elle s'appelle derrière, Pluralsight. C'est très bien. Ils en ont besoin. Ouais, moi, je l'ai aussi depuis 4-5 ans. Félicitations. Je me contente. Ouais, là, je me suis mis un petit peu à React et c'est vrai que c'est pratique, quoi. T'as pensé à mettre des tips sur Tipper de DevApps aussi, tant qu'il y est? Des quoi? Mettre des tips sur DevApps. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Bah oui. Tant qu'il y est, continue dans ta lancée. Voilà, oui.
Côté communauté, on a Microsoft qui, depuis 2-3 ans, travaille en interne sur la mise à jour de ses forums. Et ils ont sorti donc l'an dernier une nouvelle mouture de leur forum. Et il y a eu le lancement, là, il n'y a pas longtemps, de tous les forums concernant .NET. Donc, c'est .NET QNA. Il y a à peu près une 50aine de forums. Je vais vous mettre le lien aussi sur le fil de l'émission. Pour l'instant, c'est pas, on peut pas dire qu'il y ait une activité qui soit très importante. Si vous allez par exemple sur le forum .NET pur, je crois qu'il y a deux posts seulement. Pour l'instant, le plus actif, le plus populaire, c'est UWP, assez bizarrement, avec 1116 posts ce matin. Donc, alors, petit problème entre guillemets, c'est que c'est entièrement en anglais et il n'y a pas de localisation. Il y a la localisation de l'interface. En revanche, tous les posts sont en anglais. Deuxième événement communautaire, Adrien en a parlé sur le Slack. On a le Virtual Azure Community Day le 3 décembre prochain. Et alors, il y a 4 tracks différentes sur la journée et il y a un track en français. Et donc, je vous invite à aller voir cet événement. Je vais vous mettre le lien aussi à l'intérieur. Azure.community. C'est azureday.community /French. Et enfin, dernière information capitale, je me suis amusé ce week-end et en début de semaine là, à mettre à jour le site de DevApps. Non, pas en Blazor. En React? Non, pas en React. Non, il était en .NET Core. Il était en .NET Core 2.2 et en Angular 8. Et donc, je l'ai passé en Angular 11 et en .NET Core 3.1. C'était long? Ce qui a été le plus long, c'est le passage d'Angular pour une raison relativement simple, c'est que on utilise Angular Universal, c'est-à-dire que le rendu de l'application se fait côté serveur et non pas côté client. Et donc là, il y avait des petits trucs un petit peu tricky à mettre en œuvre. Est-ce que si tu étais passé en Angular 9, etc., entre deux, ça t'aurait aidé? Ah ben c'est ce que j'ai fait. J'ai fait du 8 au 9, du 9 au 10, du 10 au 11. Non, le passage, si c'était en Angular pur et dur, c'est-à-dire sans Universal, c'est assez bien foutu parce que par exemple, pour tout ce qui est Angular Material, il met à jour tous les imports qu'il faut, etc. parce qu'ils ont changé d'endroit à l'intérieur des différents packages. Ça, il te le détecte bien, il te le met à jour correctement et tout. Mais c'est la partie universelle qui a vraiment changé énormément et qui n'est pas du tout pris en compte par le moteur d'update, quoi. Tu me dises pour matériel, parce que moi, il ne me l'avait pas fait sur un projet et j'ai passé ma soirée à corriger, quoi. Ah ouais? J'ai fait un peu les boules. Ouais, j'imagine, ouais. Et tu avais utilisé le NG update ou, ouais. Ouais. Il m'a rien vu. Il t'a rien vu. Bon. Moi, c'est un petit site, hein, donc même s'il est bien. Site, bon, je trouve que c'est un gros site, mais bon. Donc voilà, voilà côté actualité. Je vous avais dit, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous, de votre côté, vous aviez d'autres sujets? Est-ce que parmi vous, il y a des développeurs qui travaillent un peu sur l'accessibilité, etc. ou qui sont sensibilisés à ça, ou qui ont des projets là-dessus? Pas du tout, j'en parle tout le temps. Oui, là, tu vas le vexer, en fait, là. Je pense à toi. Est-ce que tu as vu un peu le poste de MS? Quand? Parce que ils recherchent justement juste pour peut-être un petit meet-up pour des devs qui travaillent là-dessus et qui sont sensibilisés. Je te mettrai le lien. J'ai pensé à toi. J'ai poussé un peu ton nom à la personne qu'il fallait. Je ne sais pas si tu avais été contacté. J'ai fait tout à l'heure. Chez Corp, ouais, mais... Non, ici à Paris. D'accord, donc c'est Philippe. Je vais taper Philippe alors.
Parce que tu n'as qu'une personne, Philippe Trottin, tu n'as que Philippe Trottin en France qui... Là, c'est l'équipe, tu sais, qui réalise Microsoft développeur, les nouveaux DX, quoi, on va dire. Ah, bien. Ah, bah, c'est super sympa. Ah, c'est une bonne nouvelle. Et donc, il y a un event en janvier là-dessus, sur l'accessibilité, et j'avais pensé à toi, parce que justement, il y a que... Je connaissais que toi. C'est pour ça que je posais la question au cas où. On n'est pas beaucoup de francophones. C'est vrai qu'on aimerait avoir d'autres francophones. Hein. C'est un sujet vachement sympa. Je te partage le tweet là en privé. D'accord, je te remercie. Voilà. Bien. Bah voilà, côté actualité, on va passer maintenant à la deuxième partie sur le Fluid Framework. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Alors, je vais partager mon écran. Comment on fait déjà ? Si tu veux, il y a des gens dans la salle qui connaissent un peu bien les outils Microsoft, donc si tu as besoin d'aide, tu lèves la main. Bah, c'est un bouton pour lever. Oui. Ah si, c'est con. Hop, voilà. C'est bon, vous voyez ? Oui. C'est beau. Et là, je me suis entraîné. Hein. Maintenant, vous l'avez en plein écran, là. Ah, c'est super beau. Et tu maîtrises au bout de deux années. Bon. Ah oui. Je dirais même que c'est fluide. Ah oui. Oh, le beau jeu de mots. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que le Fluid Framework ? Alors, c'est un projet qui a démarré en 2016 chez Microsoft en interne. Dès le début, ils voulaient que ce soit un projet open source. Ils ont travaillé pendant 4 ans de leur côté. Ils l'ont ouvert au moment de la build de cette année, 2020. Et donc, ils ont présenté ce framework. Alors, le Fluid Framework, c'est un ensemble de packages NPM pour distribuer et synchroniser les données entre les différents clients d'une application. Donc, qui dit package NPM dit bien sûr que la cible de développement, ce sont les applications web de type JavaScript, React, Vue.js et Angular. L'idée, c'est qu'il n'y ait aucune logique côté serveur, que ce soit vraiment centré sur l'application client pour qu'il y ait un maximum de code qui soit exécuté côté client. Que côté client, ce soit une manipulation d'objets locaux qui est comme on a l'habitude de travailler. Donc, on verra, ils appellent ça les DDS. Et c'est le framework qui se charge d'établir la synchronisation des données entre les différents utilisateurs de l'application en ayant une latency la plus faible possible. Donc, c'est utilisé actuellement en interne chez Microsoft, essentiellement pour Office et Office 365, donc pour rajouter du collaboratif de façon de plus en plus importante à l'intérieur des applications. Et on verra sur la fin qu'on peut avoir des utilisations pour nos applications. Alors au niveau architecture, c'est relativement simple. On imagine un client qui fait une modification dans l'application. Il va notifier le serveur qu'il a fait une modification. Serveur qui va se charger du stockage de ces modifications, du séquençage de ces modifications et du broadcast de ces modifications aux différents clients. Et c'est du côté des clients qui vont se charger de faire la mise à jour de l'interface en fonction des données qu'ils auraient communiquées. Si on veut faire juste un Hello World, donc on a 3 packages minimum à rajouter à l'intérieur de son application. Le premier package, c'est le Aqueduc, le Fluid Framework Aqueduc, dans lequel vous avez donc les fameux data objects, les pure objects et les blob bundles. On verra plus tard à quoi ça correspond exactement. On a un getTinyLicious container qui va nous permettre de communiquer avec le serveur. Et enfin, on a le map qui lui contient les différents shared objects que l'on va
communiquer entre les différentes applications. Et enfin, pour le test, on a le Tinicius, le package Tinicius, qui lui est juste une implémentation du serveur pour pouvoir faire ces développements. Sachant qu'il y en a un autre qui s'appelle le router Licius, qui lui est plus prévu justement pour du développement, enfin pour la mise en production. Un truc important, c'est que pour l'instant, on est en version 0.24, 24 ou 28, je ne sais plus. Donc on est toujours en version 0 quelque chose. On est encore loin de pouvoir l'utiliser en production. Alors on va faire déjà une première démonstration. Hop là, voilà. Je vais aller chercher. C'est lequel là? C'est pas celui-là. Il est où mon Hello World? J'ai perdu mon Hello World. Alors, en attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà utilisé, le Fluid Framework, qui l'a déjà testé? Allô? Non, moi j'ai juste lu. On peut tester. D'accord. Bien, donc là, la première application, vous voyez bien ou vous voulez que j'agrandisse le... Non, c'est bon. Non. Ouais, je vais me rapprocher. Rajoute un pixel de taille. Tu peux toujours agrandir. Ouais. Donc, le principe de cette application il est relativement simple. C'est vous avez une interface avec un bouton, vous cliquez dessus et vous avez un dé qui est jeté et donc vous voyez apparaître de 1 à 6. Bon. C'est l'application vraiment fondamentale. Donc, si on regarde un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais lancer. Là, c'est une application qui est entièrement JavaScript. Il n'y a pas de React, il n'y a pas d'Angular ou genre de framework. Hop. Voilà. Et je vais vous lancer un deuxième navigateur. Donc là, je vais mettre Chrome. Donc vous voyez que du côté de Edge, j'ai juste mon interface bête et méchante avec une URL qui est un petit peu spécifique. Vous voyez qu'il y a le localhost 8080 et il a généré automatiquement un ID, on va dire, qui permet d'identifier le document. On travaille à partir d'un document et c'est ce document-là qui est partagé sur l'ensemble des clients. Donc si je me connecte au même document avec Chrome, vous voyez que j'ai le rôle et le 1 qui apparaît. Et donc, si je suis dans l'un ou dans l'autre et que je lui demande de mettre à jour le dé, je jette le dé, vous voyez qu'il communique entre les deux navigateurs. Donc, on a bien deux instances différentes du navigateur. C'est dans deux process différents qui communiquent via un serveur qui est le serveur, justement, Tinicius. Si on regarde comment ça se passe, ce qui se passe réellement, alors hop, je vais diminuer. Vous voyez qu'ici en bas, là, j'ai les traces. Hop. J'ai les traces de mon serveur qui sont ici. Ah ben, je vais y arriver. Ouais, pour rectifier. Là, j'ai rien. Bon. Mais c'est pas parce que tu les as sélectionnés que du coup ça a bloqué? Ouais, non, ça bloque pas, mais je sais pas pourquoi il fait plus le dans le terminal. Non, dans le terminal, il bloque pas comme console. Non, ah bah ça y est, ça a apparu. Bon, enfin bon, il y a les traces qui apparaissent, enfin qui normalement apparaissent et qui permettent de voir ce qui se passe. Alors vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Ah bon? Ça n'a pas bougé. Alors, regarde tout ce qu'il y a eu entre les différents. Ouais. Okay. Vous voyez qu'il y a eu des posts, il y a eu des get avec des URL qui sont différentes, c'est-à-dire que vous avez des git commit, des git tree, vous avez des git blob aussi. Vous avez comme ça tout un tas de communications qui se font entre le client et les différents clients et le serveur. Si on regarde également au niveau des traces, alors là, je vais m'assurer que je les ai tous.
Salut Richard, tu m'entends ou pas? Ouais. C'est Mitsu. Salut tout le monde. Ça va bien? Je suis étonné, là, ça n'utilise pas des WebSockets? Si, justement, c'est ce que j'avais montré. Une seconde. Et pourquoi on voit des paquets de get et de post là? Et parce qu'il y a plusieurs choses qui sont échangées. D'accord. On a l'impression qu'il touche un repository Git. Oui, absolument. Ouais, c'est assez bizarre. Le Git trees et tout ça, là, c'est... Ouais. Bon, on va y arriver. Ah, une seconde, faut que je tienne jusqu'à 18h, il est 17h30. On y va, Richard. Donc, vous voyez qu'il y a effectivement une WebSocket qui a été mise en place. La WebSocket permet uniquement de faire alors d'après ce que j'ai compris, permet uniquement de signaler au client qu'il y a eu des modifications. Et c'est au client à la charge de se mettre à jour. Donc c'est après le client qui va faire ses get et ses posts pour récupérer les informations. On a perdu ton écran, Richard. Vous avez perdu mon écran. En tout cas, on voit Mitsu. Mais Mitsu, moi, je vois l'écran de Richard. Ah bon. Ouais, moi aussi. Là, il a arrêté, mais... Là, vous voyez, là? Ouais. Bon. Non, moi, je vois Mitsu, moi. Il faut cliquer. Il faut cliquer sur l'écran de... J'ai hacké le truc, là. C'est joué Mitsu. Fallait pas l'inviter. Chez moi, c'est bon, Richard. Bon. Donc voilà au niveau de cette première démo. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc là, pour lancer cette démo, en réalité, j'ai lancé deux applications. J'ai lancé non seulement mon application bête et méchante là, avec la view.ts, mais j'ai lancé également le serveur, le Tinilicious. Donc j'ai bien lancé deux choses en même temps. Si vous voulez en être persuadé, je peux très bien faire un npm run start.client, donc qui là lui va me lancer que l'application cliente, donc qui est l'application avec le D. Et ici en parallèle, je peux lancer mon start.server qui lui est l'application qui est le serveur Tinilicious qui se charge de faire le broadcast. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de travailler avec deux instances de Visual Studio Code. Une première instance où vous mettez uniquement le serveur Tinilicious, et puis de l'autre côté, vous mettez votre application, comme ça vous pouvez débugger de façon indépendante les deux. Mais tout ça, ça marche, c'est vraiment en parallèle que ça fonctionne. Donc voilà cette première démo. Alors, comment ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs concepts qui sont à l'intérieur du Fluid Framework. Quand vous lancez votre application, vous demandez à votre application de charger un container, et c'est ce container qui va se charger de communiquer avec le Fluid Service et de gérer les différents Fluid Objects que vous allez vouloir partager. Donc, à l'intérieur de ce container, vous avez trois services. Un service Delta Connection, Delta Storage Service et Document Storage Service. Donc, ça permet de gérer le document que vous allez partager en entier avec le Document Storage, de le stocker en entier. Le Data Storage, ça va vous permettre de gérer l'incrémentation différentielle de votre document. Et le Delta Connection, ça permet, alors c'est celui-là que je connais entre guillemets moins bien, ça va vous permettre d'avoir des informations sur les gens qui sont connectés, donc les connexions, et surtout les différents droits, la sécurité au niveau de vos communications. Troisième objet qui est important, donc c'est le Fluid Object, c'est lui qui va contenir entre guillemets votre code, et votre Fluid Object, lui, il contient à l'intérieur un DDS, un Distributed Data Structure, et le DDS, c'est lui qui contient l'état des données que vous voulez partager. Donc le Fluid Object
lui, il va se charger de la communication avec les différents services et va réceptionner les différents événements de modification des structures et va pouvoir mettre à jour les différentes données que vous allez partager. Alors, dans le Fluid Object, ils sont tous basés sur un Pure Data Object, donc, qui est le Data Object de base. Vous avez une première implémentation du Data Object, du Pure Data Object avec l'objet Data Object. Et tous ces objets sont obligatoirement créés par votre container grâce à une factory qui va se charger de créer une instantiation et de gérer votre objet. Donc, à aucun moment vous allez créer vous-même votre objet, c'est forcément cette factory qui est gérée par le container qui va se charger de créer une instance de ces data objects. À l'intérieur de ces data objects, donc vous avez les DDS, et dans les DDS, vous avez plusieurs types. Alors là, j'en ai mis que 4 qui sont donnés à l'intérieur des différents packages du Fluid Framework. Vous avez le Shared Map, donc qui est c'est comme une map en JavaScript, donc avec clé-valeur, un tableau de clé-valeur. Vous avez le Shared Directory, où là, c'est au lieu que ce soit des clés-valeurs, c'est comme si c'était comme un répertoire avec des sous-répertoires, etc. Vous avez les Shared String, où là, c'est comment partager un string, mais en lui rajoutant des informations supplémentaires. Donc, l'exemple typique, c'est si vous voulez faire un éditeur de texte, vous avez le texte en lui-même, mais vous avez également la mise en forme, ou par exemple, où est-ce que un individu est en train de taper du texte. Donc, imaginez un éditeur de texte, vous mettez un certain endroit à l'intérieur de votre éditeur de texte, votre texte, vous voulez pouvoir informer les autres utilisateurs que vous êtes à cet endroit-là. Donc, l'exemple typique, c'est vous êtes dans un document Word que vous partagez avec quelqu'un d'autre, et vous pouvez voir où la personne est en train de taper en temps réel. Et puis, vous en avez un autre spécialisé, Ink, qui est sur tout ce qui est dessin. Et tout ça, ça a été déjà développé par Microsoft et mis à votre disposition pour pouvoir vous amuser avec. Donc là, on était avec les Fluid Objects, on est côté client. Maintenant, côté serveur, c'est là où ça se complique un petit peu. C'est là où vous allez être content avec votre Git. Donc, le Fluid Service, lui, se charge comme je disais, du séquençage, du stockage, du stockage et de la diffusion, donc le broadcast. Donc, au niveau, dès que vous allez faire une modification, dès qu'un client va faire une modification, il va juste envoyer au serveur une information comme quoi il a fait une opération. Le serveur va recevoir cette information comme quoi il a fait une opération. Il va recevoir les différentes opérations que les différents utilisateurs font. Et lui se charge de récupérer ces différentes opérations et de les séquencer et de les redistribuer à l'ensemble des utilisateurs. Donc, il donne un numéro de séquençage avec sa référence. Et il y a également la notion de minimum séquençage, c'est-à-dire que quand vous faites une modification, par exemple, vous faites une modification dans un texte, il y a marqué Hello, et il y a quelqu'un qui tape 4 derrière le Hello, et il y a quelqu'un d'autre qui tape 9 derrière le Hello. Donc, normalement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait Hello 4, Hello 9, ou Hello 9, ou Hello 4.9. Donc, tout ça dépend de la façon dans laquelle vous voulez gérer votre mise à jour vis-à-vis des différents utilisateurs. Donc, soit vous dites, je veux quelque chose d'optimiste, c'est-à-dire que c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Soit vous voulez mettre du concurrentiel. Et dans ces cas-là, au lieu d'avoir Hello 4 ou Hello 9, vous voulez avoir Hello 49 ou Hello 94.
Tout dépend au moment où le serveur aura reçu l'information. Et dans ces cas-là, il a besoin de ce qu'on appelle un minimum séquençage, c'est-à-dire qu'il attend qu'il y ait un minimum de séquences qui sont envoyées, une sorte de transaction, et une fois que l'ensemble de ces transactions sont reçues, il va broadcaster l'information comme quoi toute cette séquence doit être récupérée par les différents clients. Donc c'est là où ça devient un petit peu tricky au niveau de la conception des applications, parce que faut voir ce que vous voulez. Et Richard, oui. Il n'y a aucun code côté serveur là, personnalisé? Non, il n'y a rien côté serveur. La seule chose que fait le serveur, c'est de récupérer l'information comme quoi il y a une opération, de l'orderer et après de la diffuser. Quand tu dis qu'on peut choisir entre une stratégie optimiste ou concurrentielle, par exemple, là? Ouais, c'est au niveau de tes DDS. C'est au niveau des clients? Ouais. Mais si chaque client il fait son choix. Alors, il y a une chose importante que je n'ai pas dite, une chose qui est capitale, chaque client doit avoir exactement le même code. Ah, d'accord. Et je peux te dire que j'ai fait des essais où justement il y avait des petites différences entre les clients, et là ça ne marche plus du tout. Donc, d'accord. Donc, il y a des notions aussi, il y a ce qu'on appelle le summary service, c'est-à-dire qu'au moment où c'est là où c'est pas évident, c'est au moment où tu te connectes, imagine qu'il y a déjà 2 clients qui étaient sur le même document et qui étaient là depuis un moment, va falloir que tu récupères le document en entier et l'ensemble du document. Donc, tu as ce qu'on appelle le summary service qui se lance au démarrage, qui se charge justement de voir est-ce que je suis le premier sur le document ou est-ce que je suis le 15e, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut que je récupère, quoi. Et après, il s'abonne au delta. Ouais. Mais ouais. Si on veut faire souvent, dans ce genre de scénario, on veut customiser un arbitrage, par exemple. Et souvent, c'est côté serveur. Non, là, il n'y a rien côté serveur. Du coup, on ne peut pas le faire avec Fluid, là. Non, si tu veux gérer, enfin, si tu veux mettre une certaine logique au niveau, c'est au niveau de tes DDS. Il va falloir que tu crées toi-même ton propre DDS pour gérer ça. Ouais, mais le client, il fait ce qu'il veut, quoi. Il est à câble. Si on veut imposer une stratégie, elle est forcément côté serveur. Non. C'est-à-dire que les clients, ils sont tous à égalité, il n'y a pas de maître. Les clients, ils sont tous à égalité, il n'y a pas de maître. Et le serveur, lui, ne connaît rien des données qui sont à l'intérieur. Lui, donc, la seule chose qu'il connaît, c'est qu'il y a eu des opérations qui ont eu lieu, et il en fait le stockage. Mais d'accord, donc si je veux mettre une logique particulière d'arbitrage, il va falloir que tu développes toi-même tes shared objects. Ouais, mais qu'est-ce qui va m'assurer qu'il n'y a pas un client qui lui dit ah ben non, moi j'arbitre différemment. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si je veux mettre pour moi, si on veut mettre un truc qui est sûr, c'est forcément côté serveur. Si les clients ils sont libres d'implémenter ce qu'ils veulent. Oui, alors je ne sais pas comment ils font leur vérification au niveau du fait que le code est le même de partout. Ça, je t'avouerai que je n'ai pas encore tout vu là, parce que honnêtement, c'est franchement pas simple. Tu l'as testé sur un scénario à toi ou juste en test pour le moment là? Non, je me suis fait un petit scénario là que je vous montrerai après. D'accord. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé uniquement leur shared object. Je n'ai pas créé mon propre shared object. D'accord. Et est-ce qu'on peut demander à locker un objet? Est-ce qu'on peut demander à locker un objet? Je te donne un exemple tout simple. Je ne sais pas si tu te souviens de Yellow, l'application que j'ai développée chez Sensorit. On manipulait des post-it. Bon, peu importe si c'est un document 2D, mais ça pourrait être pareil que Excel. Quand on veut déplacer un post-it, il n'y en a qu'un qui peut déplacer. Moi, j'avais mis en place un système où on demandait un lock au serveur. Le premier qui arrivait l'avait, et puis les autres ne pouvaient pas déplacer le post-it, par exemple. Alors, tu as la notion du quorum et de l'utilisateur qui est en cours. Et donc, tu peux... là, c'est au niveau de ton application cliente où il va falloir que tu gères ça.
Là, par exemple, là, j'ai une application que j'ai faite, là, qu'on verra après, qui s'appelle le Scrum Poker. Donc, au début, tu t'identifies, tu dis je suis machin, je suis Tartampion, etc. Donc, tu sais dans ton contexte qui tu es. Et tu n'as le droit de changer que les données qui t'appartiennent. D'accord. Et dans les exemples qui sont fournis, il y en a un qui s'appelle Brainstorm, où on partage des notes, et donc où les différents utilisateurs peuvent voter pour les différentes notes, et tu peux voir qui a voté et où. Okay. Donc, côté stockage, il y a, comme je disais, le serveur, lui, ne connaît rien de la part des objets. Par contre, il va stocker les informations qui sont diffusées à l'ensemble des utilisateurs. Et donc, ce qu'ils ont utilisé, c'est Git, tout simplement. Ils ont implémenté Git. Alors, ils ont fait des petites modifications. Et donc, il faut imaginer que quand je suis, par exemple, Alice, je fais une modification dans le document, je l'envoie au fluid service, qui donc à ce moment-là va le sérialiser comme étant un commit, une sorte de commit Git. Et Bob, quand il va récupérer ce commit, il va faire un pull request, enfin il va faire un merge avec son propre code. Donc, Richard, question. Oui. Quand tu dis le storage Git, il est côté client aussi? Non. C'est vraiment les diffs qui sont envoyés, quoi. Ouais, c'est les diffs qui sont envoyés. Donc, ça veut dire que le service qui versionne les choses est côté client, quoi. Donc, ils ont une implémentation de Git dans le browser. Non, c'est le serveur qui stocke. Non, c'est le serveur. C'est le serveur qui stocke. Serveur qui stocke. Ok. Et du coup, là, c'est dans ton exemple particulier, Richard, ou c'est de base fluide, ça marche avec Git? Non, alors là, j'ai marqué, par exemple, dans le slide, il y a marqué Kafka. C'est-à-dire que ce qu'ils ont imaginé, c'est que vraiment tout à l'intérieur du Fluid Framework peut être modifié. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'ordonnancement, ils ont utilisé le moteur open source Kafka, donc qu'ils ont implémenté. Pour le Tiny Licious et pour le router Licious, pour le stockage, ils ont utilisé une implémentation de Git pour le faire, mais on peut très bien imaginer son propre stockage. Si ça t'amuse. C'est bon? Alors justement, j'ai fait deux autres démos. Donc une première démo qui est en React, qui s'appelle le Scrum Poker. Ce qui est d'intéressant entre guillemets dans cette démo, c'est je l'ai faite donc en React pour m'amuser, et puis j'ai utilisé le package Northstar. Qui est donc une implémentation React des composants de l'UI par Microsoft, et qui est destiné à Microsoft Teams, donc qui permet d'avoir du Fluent UI à l'intérieur de son application, donc avec comme cible essentiellement une intégration à l'intérieur des applications dans Teams. Et la deuxième démo, parce que vous n'avez aucune démo sur le site du Fluid Framework qui est faite en Angular, c'est tout en React ou en JavaScript, mais il y a très peu d'exemples JavaScript. 99% des exemples sont faits en React. Donc moi, je me suis amusé à faire un portage des différentes démos en Angular. Et donc là, j'ai une première démonstration avec le Brainstorm là, qui permet de voir comment ça se passe et qu'est-ce qu'il y a de spécifique en Angular, donc notamment avec un patch d'Angular qu'on est obligé de mettre en œuvre au démarrage, l'utilisation des observables au lieu des promises, et puis il y a plusieurs shared maps qui sont à l'intérieur. Donc on va aller retourner sur l'exemple. C'est pas celui-là. Oui, est-ce qu'il y a? Hop. Voilà. C'est celui-là. Non,
non, ça c'est le brainstorm. Où est-ce qu'il met mon rect? C'est celui-là. Donc, au niveau de... est-ce que c'est celui-là ou pas? Ou est-ce que c'est le Fluid Framework? C'est le Fluid Framework, monsieur. Il y a beaucoup de choses là. Oui, beaucoup de choses. React, Notero, Hello World non plus là. Donc, c'est celui-là. J'ai perdu? Que personne ne sorte. Voilà, voilà. C'est bon? Donc, ce qu'on voit ici, là, c'est la référence donc, à Aqueduc. Je vous disais, là, pour avoir les classes de base. Le getTinyMisuse container pour obtenir le fluide container qui nous permettra de communiquer avec le serveur TinyMisuse. Map pour les différents sharers d'objects. Donc au niveau de mon code, donc j'ai mon objet principal qui est un data object, qui est mon poker data, donc qui en gros a une première propriété, une propriété qui sont les user votes. Donc quels sont les différents utilisateurs et qu'est-ce qu'ils ont voté au sein du poker. Donc, c'est le principe du Scrum Poker, c'est-à-dire que vous donnez une note sur une feature que l'on veut mettre en place dans l'application. Donc, vous lui mettez une note de 0, 1,5, 2, 4, jusqu'à 100. Et donc, vous partagez ça avec l'ensemble des utilisateurs de l'application. Et comme ça, vous vous dites à la fin, on se met d'accord, cette feature, on va mettre une note de 2. Et comme ça, on la rajoutera à l'itération du développement de notre application. Donc, il y a cette propriété vote qui sera partagée entre l'ensemble des applications. Et donc, j'ai une méthode changeVote pour dire à mon data object, je veux changer mes votes. Voilà, il y a Richard qui a cliqué sur le bouton 2. Donc, je vais envoyer cette information à l'ensemble des autres utilisateurs. Et j'ai un événement qui est vote change. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir quelqu'un qui va voter quelque part, je veux avoir cet événement qui soit déclenché pour pouvoir mettre à jour mon interface. Donc, au niveau de mon data object, mon poker data, il y a une première méthode qui est à implémenter qui est au moment de l'initialisation de mon objet. Donc, au moment de l'instanciation de mon objet, j'ai cette méthode initializing first time qui est appelée, où je dois indiquer quelle est la valeur de mon objet. Enfin, quel est l'état initial de mon objet. Ensuite, une fois qu'il est initialisé, il y a cette méthode asInitialized qui est déclenchée. Donc, tout ça, on est côté client. Et c'est là où je vais m'abonner aux événements de modification de mon data object. Et donc, comme on est avec un data object, ce data object, il a un seul DDS qui est implémenté par défaut, qui est le root. Et ce DDS, c'est un shared map. Non, c'est un shared directory, pardon. Donc, c'est cet objet qui a été développé par Microsoft. Donc, quand tu disais tout à l'heure, Mitsu, comment ça se passe au niveau de la logique, là, quand j'ai un data object, quand j'étends le data object, j'ai uniquement un shared directory. Et donc, c'est la logique du shared directory que je vais devoir utiliser. Si je veux créer ma propre logique, il va falloir que je dérive de pure data object et implémenter ma propre logique. Et donc ici, donc une fois qu'il est initialisé par le container, je m'abonne à l'événement value change de mon shared directory. Et donc si la valeur qui a été changée à l'intérieur, ça correspond à mon poker data, je vais déclencher l'événement comme quoi il a été modifié. Donc après, pour récupérer la valeur de mon vote, je le récupère à l'intérieur de mon directory.
On pourrait imaginer, enfin, on pourrait comparer ça un petit peu avec les dependency properties, où vous savez, dans une classe Poco en .NET, on a uniquement les propriétés avec les champs en interne, basta. Alors que les dependency properties, on a les propriétés qui sont gérées par quelqu'un d'autre. C'est pas en interne que ces propriétés sont gérées. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Ces propriétés, la propriété vote, elle est gérée par le shared directory, elle n'est pas directement gérée par moi-même. Donc voilà comment on va créer notre objet Poker Data. Et ensuite, on a besoin de déclarer la factory, parce que je vous rappelle que c'est le container qui se charge d'instancier mon data object. Et donc, dans cette factory, il faut lui indiquer un certain nombre de choses. Quel est l'objet que l'on veut instancier? C'est le Poker Data. Et ensuite, par exemple, ici, là, entre crochets, c'est si à l'intérieur de mon data object, j'avais d'autres types de shared objects, il va falloir que je déclare quelle est la factory de ces différents shared objects. Donc, vous pouvez aussi très bien imaginer d'avoir une composition de data object, enfin, un data object avec une composition donc, de DDS à l'intérieur, et d'avoir des stratégies qui peuvent être différentes suivant les différents objets que vous avez à l'intérieur de votre data object maître. Donc, si on regarde ce que ça donne, alors, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée, c'est au moment de l'initialisation de mon application, au niveau de l'initialisation de mon application, pardon, la première chose que l'on fait, c'est on va créer notre container. Je vous rappelle qu'on a besoin d'un container fluide côté client pour gérer l'ensemble des communications. Donc, ce container, on utilise la méthode getInitiusContainer, donc qui va se charger de savoir que c'est un objet de type, un serveur de type Tinicius qui est utilisé. Donc, mon container va pouvoir se communiquer avec lui. C'est aussi avec cet objet container que l'on peut gérer les différentes adresses. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais l'ensemble des différents services qui sont sur le serveur peuvent être délocalisés. Enfin, c'est des microservices, ils peuvent être indépendants les uns des autres pour augmenter la montée en charge. Bon, bref, ici, je récupère mon container qui gère à l'intérieur de mon application l'ensemble du fluide. Et ensuite, j'ai cette méthode getDefaultObjectFromContainer. Donc, crée-moi une instance de mon ePokerData à partir de mon container, et donc je récupère cet objet PokerData. Et c'est cet objet PokerData que je transmets à mon interface, et c'est mon interface qui, par la suite, va se charger de réagir aux événements qui sont à l'intérieur de l'application. Richard, oui. Ton document ID, ça permet d'avoir plusieurs... Enfin, c'est là-dedans que tu vas avoir des objets différents. Les personnes peuvent collaborer sur des objets... peuvent collaborer sur plusieurs documents différents. C'est-à-dire que, par exemple, ici, là, si je recrée... Ah oui, je vois l'adresse qui est en haut. Ouais, c'est cette adresse-là. Donc ici, là, je suis sûr de travailler sur le même document. Ok. Si ouais. Le document, c'est tout le contexte, en fait. Hein. C'est un peu... Ouais, c'est tout le contexte. C'est un peu la room, si on raisonne signalaire un peu, non? C'est tous les gens qui synchronisent le même truc. Non, parce que là, c'est pas Ils vont être dans le même groupe signalaire. C'est une groupe. Je connais pas trop. Sauf qu'ils ne s'envoient pas des messages, ils se partagent le même document. Enfin... Voilà. Oui, mais ils s'envoient des messages, du coup, ils se synchronisent. Mais ils envoient des messages pour synchroniser un document. En fait, c'est comme s'ils avaient rajouté une logique au-dessus. J'ai l'impression que c'est la même granularité, document et session un petit peu là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis curieux de voir comment c'est stocké côté serveur, parce qu'après, il faut le sauvegarder, tout ça. Tu as une sérialisation qui, par défaut, est en JSON. Mais tu peux créer ta propre sérialisation si tu veux. Et ça, c'est dans le serveur. Git c'est idéal pour stocker ça. Hein. Exactement. Git avec le diff, là, c'est idéal pour ça.
Donc voilà, donc ici, là, c'est mon poker, hein. J'ai une super interface. Et donc, là, ici, je vais voter 8. Et on voit que chez Bill Gates, il y a bien 8 qui est apparu. Et si lui, il vote 100, j'ai bien. Normalement, je devrais avoir 100. Ah, je l'ai instancié après. Ça marche pas. Bon. Ouais. Ça marche pas parce que quoi? Je pense que je l'ai instancié après et qu'il a perdu le. Je l'ai instancié bien après. Je pense qu'il a perdu la communication avec le. Avec le. Comment ça s'appelle? Ah, le socket. Voilà, il a tout perdu là. Alors, attends, on va faire un autre document. Richard, il fait un poker avec Bill Gates, il a peur de rien. Hein. Tu m'étonnes. Pour que ça marche, il faut que tous les gens qui travaillent sur le même document, ils s'appellent et qui cliquent en même temps sur le document. Voilà. Et voilà, là ça marche. Les deux ont voté 0. Quoi. Donc ça, l'idée, c'est, moi, ce que je vois comme utilisation, c'est de le créer comme application à l'intérieur de Teams. Donc, vous faites une réunion Teams avec ce type d'application et vous pouvez faire votre Scrum Poker pour... Combien tu demandes pour l'application? J'aimerais une utilisation directe, là. Ouais. Bah, dès qu'elle marchera bien. Voilà. Et là, tout tourne en local, et ton serveur aussi? Ouais. Et donc, le moteur Git, il est local? Tu utilises un moteur local? Ouais. Ouais. Bah, et côté serveur, tu peux rajouter des couches quand même d'authentification, de gestion de droit? Non, alors tout ce qui est, alors, je te dis, hein, tout ce qui est authentification, gestion de droit, etc., je sais que c'est géré, mais je ne sais pas comment. J'ai pas encore vu. Mais l'idée, c'est, par exemple, là, pour le Scrum Poker, la liste des utilisateurs, je vais le chercher via une API, mais c'est pas du tout le même service. C'est un autre, enfin, c'est pas du tout le même serveur, c'est un autre serveur distant qui est utilisé, quoi. Là, le serveur, l'idée du serveur, là, le routeur Lysius, c'est vraiment de se charger uniquement de recevoir l'information comme quoi il y a eu des modifications, de les ordonnancer et de les diffuser à l'ensemble des utilisateurs et de stocker les différentes modifications pour pouvoir les mettre à disposition des différents utilisateurs. Je me rappelle plus, il est aussi en JavaScript le serveur ou il est en autre techno? Alors, le serveur, tout le Fluid Framework est fait en TypeScript. D'accord. Même le back, donc. En Node? Ah ouais. Ouais. En Node.js? Ouais. Putain. Ils n'ont pas peur, hein? Ouais. Ouais. Si tu veux voir... Moi, je vous laisse. T'allais commencer par là? Ouais. Si tu veux voir à quoi ça correspond, c'est... Voilà, quoi. Et tu as des interfaces vraiment de partout. Oh putain. Donc, si tu veux voir par exemple le map, donc le share on map, tu veux voir son implémentation. Donc, l'idée, c'est là, ça c'est pour le créer. Et au niveau communication entre les DDS et les data objects et le container, c'est une mimique d'appel HTTP, c'est-à-dire qu'il y a chaque objet a des URL, etc. quoi. Mais ça, c'est côté client, ce code-là. C'est côté client, oui. Non, ça c'est. C'est côté client. Si. Ça, les maps, c'est côté client. Ah, d'accord, ok. Ah oui, DDS. Ouais. Tu vois, c'est là où tu as ouais, il rajoute une sorte de concept autour du protocole. Ouais. Tu vois, tu as ici pour la sérialisation. Capsule le protocole. Et alors, le dernier exemple, là, c'est... lui, il est fait en Angular. Donc, on a exactement les mêmes références qui sont rajoutées. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des promises,
on a des observable objects. Donc déjà pour l'initialisation, on utilise aussi le getInitius container pour pouvoir créer son container qui va communiquer avec le serveur. Et ensuite, on a aussi crée-moi une instance de l'objet. Et là, vous voyez que j'ai utilisé, le pipe pour pouvoir retourner ça sous forme d'observable. Et donc, au niveau de l'application en elle-même, où est-ce qu'il est, mon data object, voilà. Au lieu de notifier avec des événements JavaScript traditionnels avec les émetteurs, etc., là, j'utilise les behavior subject et les data change pour les behavior object et les observables pour diffuser l'information à l'ensemble des utilisateurs. Et là, dans mon application, on va voir à quoi elle ressemble. Donc voilà. Hop. Donc c'est l'exemple qu'a fait Microsoft là, que j'ai refait en Angular, alors que chez Microsoft, elle est faite uniquement en React. Donc l'idée, c'est, là, on est, vous voyez que je me suis connecté, il m'a dit que tu t'appelais Peyton, et là, je m'appelle Milan. Et que ici, là, donc je peux créer une petite note. Je partage ma note, elle est diffusée à l'ensemble. Et ici, je vais pouvoir rajouter une nouvelle note. Ici, donc dans ce qui est partagé, il y a les notes qui sont partagées, mais il y a aussi la personne qui a fait la note. Donc on peut mettre en évidence mes notes. Et tiens, lui il marche plus là. Et on peut voter. Et lui pareil, il a perdu le truc. Bon, il y a des problèmes de communication qui sont évidents. Ça, c'est l'effet des mots. Petite chose importante tout de même, qui montre bien que Microsoft, en faisant ce framework, a pensé à React essentiellement et pas à autre chose. Dans la version de base d'Angular, on ne peut pas utiliser directement ce framework parce qu'il y a de la crypto qui est utilisée pour la communication justement avec le serveur. Et donc, il faut mettre en place un petit patch qui va aller modifier le code source du builder d'Angular. Et donc, en plus, entre la version 10 et la version 11, l'emplacement a été modifié. Donc, il y a juste une petite modification à faire ici. Donc là, l'idée, c'est de créer ce petit fichier JS pour exécuter ce batch, et puis de le rajouter en post-install dans les scripts de JavaScript. Autant le faire en React, quoi. Oui, alors il faut savoir également qu'il y a énormément de bibliothèques. Là, je vous ai parlé uniquement de 3 bibliothèques là, qui sont Aqueduc, Map et getInitius Container. Mais il y a beaucoup d'autres bibliothèques qui ont été créées. Il y en a beaucoup qui ont été créées pour React directement, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de partage de vues directement avec ces différents packages, plutôt que de partager uniquement les données en elles-mêmes. On peut partager les vues complètement, quoi. Voilà. Alors, si vous voulez aller plus loin, donc le site officiel, c'est fluidframework.com. Là où vous avez un petit peu de documentation. Le code source, voilà, bien le bonjour pour arriver à comprendre comment ça marche. Pour aller plus loin, vous avez le blog de Kurt Berglund, qui est un des développeurs du framework, qui pour l'instant n'a fait que 3 articles, mais qui explique véritablement quels sont les fondements du Fluid Framework,
qui va vraiment en détail à l'intérieur. C'est là où il explique notamment pourquoi ils ont utilisé Git, et comment ils l'ont utilisé, etc. Ces 3 posts là sont vraiment à lire pour arriver à comprendre un peu comment ça se passe. Sur Stack Overflow, c'est comme sur le Q&A de Microsoft. Vous avez 5 questions qui se courent après à propos du Flink Framework. Donc c'est pour ça que je disais, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse au truc. Et si vous voulez voir des exemples en Angular, donc moi j'ai fait un repository qui s'appelle Angular Fluid Example, dans lequel il y a 2-3 exemples d'applications faites avec Angular 11 qui vous montreront qu'on peut faire ça autrement qu'avec React. Voilà. Bon, alors je sais, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est que... On comprend rien. c'est que du pur TypeScript, JavaScript, donc ça limite un peu les interactions avec divers types d'applications, donc c'est dommage. Ouais. Moi, je suis un peu étonné qu'on puisse absolument rien définir côté serveur, là. Pour moi, il y a plein de scénarios qui sont impossibles si on met que du code côté client, ou alors qui ne sont pas sécurisés. Notamment si c'est un peu la logique, hein. C'est un peu la logique SharePoint, hein, Mitsu. Notamment si on doit arbitrer des trucs. Enfin, un framework, il peut prévoir qu'il y ait des verrous, il peut prévoir ce genre de choses. Hein. Je pense que c'est un des principes du framework, du design. Ouais. Ah oui. Je suis comme ça dès le départ. Ouais. J'ai remarqué que visiblement, ils n'utilisent pas non plus les WebSockets pour aller du client vers le serveur. Ils disent que c'est très rapide, mais pourtant, c'est une solution qui est un peu moins rapide. Et elle est plus safe parce que on n'a pas des limites de taille, notamment sur les posts HTTP, mais c'est plus lent que d'utiliser la WebSocket dans les deux sens. Hein. Je suis curieux de voir jusqu'où ça va aller et si ça va vraiment sortir. Et tu as des insights sur la suite de ce framework, Richard? Ce que je sais, c'est que ceux qui se chargent du développement de ce framework, c'est l'équipe Office 365. Donc, c'est ceux qui font FluentUI qui se met pas à jour. C'est une bonne nouvelle. Oui. Non, l'équipe, le développement, je pense, est drivé par l'équipe d'Office 365. Il y a des gens extérieurs de Redmond qui sont là, mais c'est clairement pour Office que ça a été développé, quoi. D'accord. Et ils vont en faire un service Azure ou pas? Un service déjà hosté ou tu vois ce que je veux dire? Attaché à un tenant, par exemple justement, si tu regardes le premier post de Kurt, c'est pour expliquer comment utiliser le routeur Lysius à l'intérieur pour externaliser le routeur plutôt que de l'avoir à l'intérieur comme je l'ai fait ici là. Oui. Et dans son post, il explique comment le déployer sur des Docker et puis avec Kubernetes. D'accord, ok. Là, c'est un peu tout. Là, c'est ton déploiement du coup. Là. Je parlais d'un service hosté, style Signaler Services. J'imagine que c'est la suite logique. Je pense que ça devrait être la suite logique. Et je crois que quand ils ont fait des démos des prochaines versions d'Office, ils ont montré qu'on pouvait mettre des fichiers un peu. En fait, ils décorrélaient l'application du document. Enfin, on pouvait mettre une sorte de fichier de feuille Excel au milieu d'un document PowerPoint ou des choses un peu comme ça. Ça utiliserait ces frameworks. Le but, c'est d'utiliser ce type de framework derrière pour faire ça. Je pense parce que dans les différents objets, dans les différents DDS, là, les shared quelque chose, là, tu as, dans les exemples qui sont faits, tu as le shared string, donc, qui permet de voir, de rajouter des informations au texte, du genre c'est en bold ou c'est pas en bold, ou ce genre de choses, ou quel est le texte qui a été sélectionné. Tu as aussi des tableaux. Et ils avaient fait un site, je ne sais plus comment il s'appelle,
un site de démo qu'ils avaient montré au moment de la build, où tu travailles sur un document où tu peux rajouter, un petit peu comme dans WordPress, tu rajoutes différents éléments à l'intérieur de ton document et tu partages ça et c'est stocké dans ton OneDrive. Donc, voilà. On a encore 2 bonnes années avant que ça sorte, quoi. Je sais pas. Ouais. Je suis toujours un peu sceptique avec les alphas de Microsoft. Ouais. Comme je disais au début, ils travaillent dessus depuis 2016. Donc déjà, ça fait 4 ans qu'ils sont dessus. Ouais. Donc, quand est-ce que ça va fallait commencer par là. J'ai commencé par là. Ils avaient commencé Angular et puis ils ont fait merde. Non, ils ont fait du knockout, c'est pour ça le get observable. Donc voilà, bon, vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Non? Non, super. Ben, si vous avez des sujets pour la semaine prochaine, je suis preneur, parce que j'en ai aucun pour l'instant. Donc, moi, je comptais parler de justement ce qu'on disait au tout début, l'histoire des différents moteurs pour loguer, enfin, comment loguer à l'intérieur de ces applications, etc. S'il y a quelqu'un qui voulait en parler, ou s'il y a d'autres choses sur les moteurs open source, quelqu'un aussi qui avait demandé. T'as corrigé ton bug? Oui. Oui. Et, ouais. Tu vas faire un bouquin ou pas? Non, parce qu'en définitive, c'est comme tout, il y en avait de partout, quoi. Il y avait plusieurs trucs, et le principal étant des services WCF en duplex qui n'étaient pas réalisés. Tu cherches aussi. Ouais, je cherche. Ouais. Bien, bon, sur ces bonnes paroles, écoutez, bonne semaine. Oui. Bon anniversaire, Laurent. Ah oui, bon anniversaire, Laurent, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Merci. C'est sympa. C'est grand-père Yoda. Je rejoins ta catégorie d'âge. Ah merde. Comme tu dis, oh merde. Ça va venir bien. J'ai vraiment pas l'impression, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est pour ça que je me marre à moitié, mais. Allez, bye bye. Allez, ciao les gars. Merci. Allez, bonne soirée. Salut.